Le confort dans l'habitat avec Promotelec. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission avec Promotelec, l'association engagée pour plus de confort et de sécurité dans l'habitat. Aujourd'hui, nous allons aborder le parcours résidentiel de vie et surtout, nous allons penser demain. Est-ce qu'on peut affirmer, oui, on peut ce matin, qu'un parcours résidentiel de vie s'assimile au choix du lieu de vie de la personne selon ses besoins et ses attentes, sa situation de santé et financière? Alors je vous propose de parcourir ce matin cette ligne de vie d'une personne, d'un couple ou encore d'une famille, son itinéraire à travers ses domiciles successifs en pensant évidemment à demain. Pour faire ce voyage, je vous le cache pas, mes bagages sont chargés. J'ai avec moi Florence Delettre, directrice générale de Promotelec. Bonjour ma chère Florence. Bonjour Billy. Bonjour à tous. Je vous ai mis dans une jolie valise rose. Voilà. À vos côtés, Dominique Cottineau. Bonjour Dominique. Bonjour Billy. Lui aussi dans mes bagages. Je rappelle Dominique que vous êtes directeur en charge des territoires Promotelec. Et puis nous avons un invité qui est Jean-Philippe Arnoux. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Vous êtes le directeur Silver Economy pour Saint-Gobain. On va démarrer cette émission avec, si vous êtes d'accord, avec un tour de table. J'aimerais votre définition du parcours de vie résidentiel. Vous pouvez également commenter le mien, peut-être que j'ai oublié des choses. Je commence par vous, ma chère Florence. Comment expliquer à ceux qui nous écoutent aujourd'hui la définition de ce parcours de vie résidentiel et l'importance qu'il peut avoir? L'importance, c'est, bien sûr, quand on est jeune, on ne pense pas toujours à ce qui se passera après. Donc, ce qui est important de voir, c'est de se projeter en l'avenir, de se projeter aussi par rapport à un contexte qui est évolutif autour de à la fois la transition énergétique, à la fois la sécurité électrique, le confort dans l'habitat, comme vous le disiez tout à l'heure, qui est notre adage, et qui nous permet de vivre le plus longtemps à la maison. On l'a vu dernièrement là, dans ce contexte un peu particulier sanitaire, et donc d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir vivre de façon le plus autonome, sans pour autant être coupé du monde. Voilà ce qu'on peut entendre par parcours de vie au fil des ans et qui se programme très tôt. Oui, vous avez la même définition, Jean-Philippe? Oui, tout à fait. Pour l'habitat individuel, effectivement, il faut savoir faire évoluer son logement en fonction de moments de vie, tout simplement. On habite de façon différente quand on est parent avec des jeunes enfants ou quand on est senior ou voire même en perte d'autonomie. L'exemple type, c'est effectivement, on a une baignoire pour baigner les enfants qui va devenir un obstacle un jour. Il faut l'avoir à conscience. J'ajouterais juste à la notion de parcours de vie que, en fonction, alors on le voit bien au niveau notamment des étudiants, il y a beaucoup de colocations. À un moment donné dans sa vie, parfois on peut faire des choix aussi, d'aller dans des résidences qu'on appelle services, d'aller dans l'EHPAD, personne ne souhaite y aller, mais il existe des logements qui se développent, intergénérationnels, cogénérationnels, qui aujourd'hui faut intégrer dans une logique de parcours de vie et dans tout ce qu'on peut, je dirais, conseiller en termes de prévention, notamment aux 65 ans et plus. Voilà, dernière définition, dernier tour de table avec vous, Dominique Cottineau. Intervenir en dernier, c'est pas facile, tout a été dit ou presque. Mais c'est le meilleur pour la fin. Allez. Merci beaucoup, Lucie. Effectivement, ce parcours résidentiel, il évolue avec l'âge de chacun et puis la situation dans laquelle on se trouve en termes familial. Donc, il y a les moments où on s'en rend pas compte, notamment lorsque l'on est très jeune, enfant. Mais là, c'est aussi comment les parents accompagnent ce parcours de vie d'un enfant. Ça peut être plus tard, comme l'évoquait aussi Jean-Philippe, d'accompagner un parent ou des parents. Donc, c'est de considérer que son logement, le lieu où l'on vit par rapport aux choix que l'on fait, puisse être adapté à chacun, aux attentes et aux besoins de chacun, notamment en termes de confort et de sécurité. Alors, merci pour vos définitions qui étaient très, très complémentaires. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous garder, de mon cher Dominique, pour ma première interrogation. Que nous a appris finalement ces 2 mois de confinement qui n'étaient pas prévus sur notre habitat? Alors, toutes générations confondues, est-ce que vous pensez que les Français ont fait un audit des inconforts de leurs 4 murs ou encore qu'ils se sont rendus un peu plus compte, puisqu'ils passaient beaucoup de temps à la maison, des faiblesses de leur logement? Oui, Est-ce que c'est finalement profitable? Alors, oui, sans doute, si on prend un petit peu de recul, on a vécu une période où personne d'entre nous, je crois, n'avait vécu aussi longtemps
sans sortir de son logement. Donc, l'audit, c'est peut-être un bien grand mot, mais je pense que Oui, très bien. beaucoup d'entre nous se sont rendus compte de faiblesses dans le logement ou de points d'amélioration à envisager. Alors, il y a ce en quoi on a des réponses à s'apporter soi-même, ou là où on peut trouver des réponses, et puis il y a là aussi où on est pieds et poings liés, hein. C'est-à-dire que lorsque l'on est locataire et que l'on a perçu la carence de l'absence d'un espace extérieur, ne serait-ce qu'un balcon, on ne peut pas forcément y remédier de suite. En revanche, lorsque l'on est propriétaire de son logement, a fortiori peut-être plus en maison individuelle, on a peut-être plus de clés d'action sur les faiblesses que l'on a pu percevoir durant cette période. Mmh. Est-ce que vous diriez, par exemple, Jean-Philippe Arnoux, que, ça nous a sauté aux yeux et que c'était, pas évident au départ? Est-ce qu'il y aura quand même quelque chose de positif? Comment on va mettre ça en action? Et on va en parler longuement dans cette émission, dès demain. Mais quand je dis demain, c'est demain samedi, quoi. Pas dans 10 Oui. ans. On a déjà pas mal de retard. Alors, il faut que nous en tirions du positif, hein, de toute chose. Ouais. Mais effectivement, on a eu tendance à découvrir son domicile sous d'autres cieux. Par exemple, énormément, enfin presque la moitié de la France s'est retrouvée quasiment ou un tiers en télétravail. Et aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, vous voyez, on est en télétravail, donc il faut s'organiser. Mais ça ne veut pas dire juste le calme, ça veut dire également pouvoir partager de la donnée, hein, voix, image. Donc ça veut dire un domicile qui puisse être connecté. Si on va plus loin dans des besoins, plus dans ma périmètre de compétences, là on a eu des études récentes qui sont parues où on sait que plus de 60% des seniors ont arrêté de consulter, je dirais, leur médecin, Ouais. donc ce qui va générer des pathologies. Et on aurait très bien pu apporter une réponse par de la téléconsultation. Encore faut-il que l'habitat, demain, on le prévoit pour embarquer de la donnée, de l'image, de la voix, hein, de façon qualitative. Donc en fait, aujourd'hui, alors bien sûr, on a tous passé beaucoup de temps dans les canapés, dans nos lits, voilà. Donc là, aujourd'hui, les marchands de meubles sont ravis, je dirais, parce que les gens, voilà, retrouvent un niveau de confort. Je ne dirais pas qu'il y aura une prise de conscience vraiment sur les captures d'intérieur. C'est peut-être à nous, justement, professionnels, de les y aider. Hein. L'acoustique, on en parlait tout à l'heure, bon ben voilà, parfois, changer ses fenêtres, ça peut permettre de rajouter, certes, du thermique, mais aussi du confort de l'acoustique, de rajouter un doublage pour s'isoler des voisins. Donc c'est des petites choses comme ça, où effectivement, je pense qu'il restera quelque chose. Hein. Alors, à court terme, et puis à moyen long terme, et surtout dans les politiques publiques. Mmh. Alors, Jean-Philippe Arnoux, vous avez employé le mot, d'habitat connecté et là, c'est vers vous, Florence, que je vais me tourner. La technologie, est-ce qu'un jour, elle va se substituer à l'humain dans l'habitat? Je crois que, Franchement. personnellement, j'espère que non. Je veux dire que la technologie et la connectivité fassent partie de notre environnement et de notre quotidien. Oui, qu'il se substitue à l'humain. Je crois que personne autour de cette table ne souhaite que l'humain soit totalement remplacé. De toute façon, la connectivité, elle passe aussi par l'humain. Pour autant qu'elle prenne une dimension importante, on l'a vu aussi là, ces derniers mois, hein, il a fallu s'organiser pour que chacun puisse travailler de chez soi, avec derrière, bien évidemment, j'insiste, et c'est aussi ce dans quoi Promotelec est engagé, hein, sur la sécurité du logement, la sécurité de l'habitat et la sécurité électrique aussi. Hein. Donc Très important. plus on rajoute de connectivité, plus on rajoute d'appareils, et plus il est nécessaire de voir qu'on a une installation qui est en sécurité. Et ça, je crois que c'est la base de tout. La base déjà pour sa propre sécurité, pour la sécurité des voisins aussi, si on est dans une copropriété, dans un immeuble, mais aussi pour pouvoir faire partie, justement, ce que disait Jean-Philippe tout à l'heure, d'être en relation avec les autres, surtout quand on commence à perdre d'autonomie, pour pouvoir avoir les services adéquats, les services, on parlait tout à l'heure de visio avec son médecin, mais il n'y a pas qu'avec le médecin, hein, d'être en contact aussi qu'avec ses voisins pour les aides, pour les services, etc. Donc c'est important que le logement soit conçu, ou maintenant, soit conçu dès l'origine, ça serait parfait, mais aussi que chacun soit engagé
aussi bien des professionnels, mais aussi des propriétaires, pour que les travaux soient réalisés, pour mettre, je dirais, en conformité, en notion de confort aussi, et confort au sens large. Hein. On a l'acoustique, on a un air sain aussi, on a un habitat performant, puisqu'on va aussi, il ne faut pas oublier hein, aussi, hein, la crise sanitaire a fait apparaître une autre dimension plutôt green cette fois. Hein. On a vu la nature reprenant ses aises dans l'environnement. Et ça, c'est important aussi. Et c'est important que nous, acteurs, comme Promotelec, mais comme Saint-Gobain aussi, hein, on soit des acteurs engagés. On a la chance d'être des marques importantes. Donc, on a la chance de pouvoir y contribuer et de faire en sorte que certains, que beaucoup se sentent largement concernés par ce parcours de vie. On rêve tous d'avoir cette projection qui va devenir indispensable. Quand on va acheter un bien, se projeter sur l'avenir. Mais si on prend les basiques d'aujourd'hui, qui sont le gaz, l'eau et l'électricité, entre vous, Florence, et vous, Dominique, qui représentez Promotelec, est-ce qu'il y a encore un fort pourcentage de foyers où c'est pas aux normes, où on est dans des choses hallucinantes? Est-ce que ça, vous le rencontrez encore? Oui, bien évidemment. On l'a vu, de toute façon, on le voit avec des enquêtes qui ont pu être faites, avec aussi des diagnostics aujourd'hui qui sont obligatoires, hein, des diagnostics électriques. Et puis, il y a différentes populations aussi. Il y a les personnes précaires qui n'ont pas toujours conscience. Je veux dire, c'est à nous, tout un chacun, pas que nous, d'insister sur l'importance de la sécurité électrique pour notre propre sécurité. C'est clair que oui, il y a énormément encore d'habitats, de logements, je crois que Dominique doit avoir le chiffre, qui ne sont pas en sécurité électrique. Alors, Oui, on a des question chiffres. importante. Oui, pardon Dominique. Oui. Excusez-moi, Billy, oui. Je disais, on a des chiffres au travers de l'Observatoire national de la sécurité électrique que Promotelec copilote et co-anime, qui montrent que, au travers des diagnostics qui peuvent être faits, on a un tiers des logements qui présentent au moins un point d'insécurité électrique. Et ce qui Ça fait m'amène beaucoup, un à... tiers. C'est pas neutre, effectivement, c'est pas neutre. Et là aussi, c'est d'avoir à l'esprit que c'est pas forcément avoir un logement qui soit en conformité par rapport à la norme à l'instant T, mais d'avoir un logement qui soit en sécurité. Les 6 exigences minimales de sécurité sur un plan électrique, c'est ça qui doit être respecté. C'est éviter de mettre en danger à la fois les personnes, mais aussi les biens. Et lorsque l'on parle aujourd'hui de techniques et de technologies qui nous permettent de garder un lien social, hein, tel que ces systèmes de visio que l'on a tous développés. On a des matériels qui sont coûteux, qui peuvent être fragiles, et pour lesquels un court-circuit sur l'installation électrique pourrait être dommageable. Donc c'est un élément important dont on ne se rend parfois pas compte, hein, parce que lorsque l'on veut allumer la lumière et qu'elle s'allume, lorsque l'on veut brancher un appareil électrique et qu'il fonctionne, on ne se pose pas trop de questions bien souvent. Et cela m'amène à dire, lorsque l'on parlait tout à l'heure de cet audit que l'on a pu faire les uns et les autres de nos logements, où on a vu ou perçu des points d'amélioration à apporter. Alors ça peut être la salle de bain, ça peut être l'espace extérieur, ça peut être, puisqu'il a fait chaud, aussi en fin de période de confinement ou début de déconfinement, penser au confort d'été. C'est, je pense, de se dire qu'il ne faut pas aborder les choses de façon sectorisée et les amener dans une approche beaucoup plus globale. C'est de se dire, j'ai identifié un point d'amélioration, mais c'est de l'amener dans une perspective globale du logement. Si j'ai besoin d'installer une climatisation, est-ce que je ne dois pas réfléchir aussi rafraîchissement, mais avant tout chauffage? Et si je fais cela, est-ce que je ne dois pas regarder aussi mon installation électrique? Si je considère que j'ai des éléments à améliorer dans ma salle de bain, parce que finalement, je me rends compte que malgré tout, il faut que je passe à une douche à l'italienne, mais c'est aussi réfléchir à la résistance des parois, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'une barre d'appui, mais demain, je peux en avoir besoin. Donc, lorsque je fais des travaux spécifiques par rapport à quelque chose, ces petits points d'anticipation, qui aujourd'hui ne vont pas me coûter très cher dans mon enveloppe de travaux, auront une réponse peut-être demain. Donc, c'est au travers de ce que l'on peut proposer. Ce que peut proposer Promotelec, notamment dans les recommandations qu'il peut apporter. C'est ce que peuvent proposer des industriels tels que Saint-Gobain sur les solutions techniques et opérationnelles qu'ils ont dans leur catalogue au sens large et dans leur boutique. Et tout ça en lien avec les professionnels spécialisés, c'est de réfléchir de façon un peu plus globale, de ne pas se refermer sur un seul spectre, à mon sens.
Ouais. Alors justement, vous évoquiez Saint-Gobain. On a la chance d'avoir ce matin Jean-Philippe Arnoux, qui est le directeur Silver Economy de Saint-Gobain. Jean-Philippe, comment faire accélérer, là, demain, ce qui n'a pas été fait depuis des années, parce que peut-être que c'était culturel chez nous. On va pas revenir sur l'attitude des Français et cette non-projection dans l'avenir, mais là, la première chose à faire pour vous, ce serait quoi l'évidence? Il y a déjà, je pense, d'harmoniser les communications. C'est vrai que il y a énormément, si on prend l'habitat global, les politiques du logement, beaucoup de communication de l'État tourne autour de la transition énergétique et écologique. Mhm. Et dès la sortie du Covid, je dirais au contraire, nous, Saint-Gobain, enfin Pierre-André de Chalandard, a cité le fait qu'il ne fallait surtout pas baisser la garde sur les exigences écologiques et énergétiques. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que effectivement, cette vision globale commence dans la tête des pouvoirs publics je dirais, à se faire jour. Le gouvernement travaille sur un plan de relance de la construction là pour la rentrée, et la notion de santé est arrivée dans l'habitat. Santé au sens qualité de l'air, au sens effectivement sécurité de base, parce que moi je pars toujours du principe, la pyramide de Maslow, elle a beau être galvaudée, mais voilà, il y a une sécurité vitale, et puis après on va vers des notions de confort, et donc effectivement d'adaptation du logement à la transition démographique. Donc la volonté politique est là. Ensuite, je sors d'un groupe de travail sur la prévention où effectivement aujourd'hui beaucoup de messages brouillent le message, mais effectivement, alors là c'est un axe fort qu'on a à mener avec des groupes comme Promotelec par exemple, et des fédérations pour faire en sorte que le message porte, mais qu'il soit un peu plus global que uniquement le message transition énergétique, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de besoins par rapport à notre logement. Autant je dirais que la transition énergétique nous engage vis-à-vis de la planète, et c'est déjà un challenge énorme. Tout le reste de l'habitat, je dirais, nous engage vis-à-vis de nous-mêmes, de nos citoyens, de nos enfants, de nos voisins. Et c'est là aujourd'hui où effectivement on a à aider l'usager lambda à travers les différents canaux, fédérations, associations, distributeurs professionnels et pouvoirs publics, sur ce message un peu plus global. Donc c'est ce qui devrait se produire de mieux, je dirais, à cette sortie de crise, c'est que investissant dans un plan de relance du bâtiment, parce qu'on le dit toujours, quand le bâtiment va, tout va, il y a deux mamelles en France, il y a le bâtiment, l'automobile, mais oui, aujourd'hui, mais il ne faut pas le voir comme une subvention, je dirais, juste pour mettre un emplâtre sur une jambe de bois, excusez-moi l'expression, mais surtout sur un investissement d'avenir que nous faisons collectivement, parce que je rappelle quand même que l'argent de l'État, c'est le nôtre, pour justement, effectivement, accélérer des démarches dans l'ancien. Le neuf, on pourra toujours faire des normes, je dirais, qui seront plus ou moins respectées, mais globalement, le neuf. Mais on a un taux de renouvellement par le neuf à peine de 1% en France. On est en retard de construction, d'accord? Donc il y aura de la construction neuve, et le discours commence, je dirais, à éclore d'une vision beaucoup plus globale dans l'habitat, dans le process de rénovation. Et c'est là où, qu'on soit industriel, qu'on soit des groupes comme Promotelec, on a tous notre part à prendre dans moi ce que j'appelle cette notion de prévention au sens large, pas la prévention au terme purement santé du terme, mais vraiment qualité d'habiter et sécurité d'habiter chez soi. Alors justement, Florence Delettre, si je vous dis qu'il faut changer notre façon d'envisager les travaux et les aménagements dans nos logements, vous, Promotelec, vous êtes là pour faire passer le message, conseiller, même si on n'y pense pas, nous obliger dans le bon sens à prendre conscience de ça? Oui, tout à fait. Enfin, le Promotelec est vraiment un acteur qui est là en termes de communication, pour communiquer, pour conseiller, pour insister sur les points faibles. On a un tour de table qui est assez élogieux autour de la filière électrique, autour de la filière du bâtiment, les associations de consommateurs aussi. Et donc, on a, je dirais, la chance d'avoir ces trois vecteurs qui
qui, autour de nous, avec nous, pour nous, moi je travaille pour eux aussi, de pouvoir passer ce genre de messages et à la fois des messages, je dirais, plus généraux, comme on l'a évoqué, hein, penser à notre avenir, penser à notre parcours de vie, mais aussi à faire réaliser, à faire, je dirais, les démarches possibles, les lobbying possibles pour que les travaux soient réellement réalisés, que chacun prenne conscience de l'importance. Bien évidemment, Promotelec, c'est le confort dans l'habitat, mais ils prennent l'importance justement de tous ces différents paramètres autour de l'habitat que sont en effet la sécurité, l'acoustique, la performance énergétique. J'ai encore oublié quelque chose, je crois l'air pur, l'air sain aussi. Voilà, ce qui est des choses qui sont importantes, qu'on ignore. Il y a parfois des basiques qu'on ignore et on est là pour rappeler, pour conseiller. Alors, la dernière question, parce que le temps passe vite, c'est que je pense que ce matin, vous avez, grâce à vous trois, vous avez déclenché une réflexion. Ah, tiens, j'avais pas pensé à ça. Maintenant, il faut mettre en application. Qu'est-ce que vous répondez à tous les auditeurs qui sont d'accord avec vos propos, mais qui vont tiquer en disant, est-ce que j'ai le budget? Qu'est-ce que vous répondez à ça? On va terminer avec cette question, un beau tour de table. Dominique Cottineau, qu'est-ce que vous répondez Oui, à ça? Parce que c'est important. Est-ce bien qu'on a sûr, les mais moyens? bien sûr, c'est important. Ce qu'il faut considérer, et effectivement, les porte-monnaies ne sont pas extensibles, donc c'est toujours plus facile d'avoir des propos ambitieux tels que les nôtres. Mais c'est bien dans une approche globale qu'il faut voir les choses, c'est de se dire que si j'améliore la performance énergétique de mon logement, j'ai des leviers possibles au travers de financement sur les certificats d'économie d'énergie, sur les dispositifs gouvernementaux pour accompagner la rénovation énergétique. Donc là aussi, avoir quelque chose, un spectre qui soit large. C'est aussi considérer un aspect qui va devenir de plus en plus prégnant, qui existe déjà, mais qui va devenir de plus en plus prégnant quant à la valeur verte de mon logement. Oui. S'il est respectueux de l'environnement et faiblement consommateur en énergie, il aura forcément une meilleure valeur demain. Et puis, il y a aussi peut-être la valeur confort, la valeur silver de ce logement, se dire que s'il a des points d'adaptation par rapport à des fragilités qui peuvent se développer avec l'âge, ou qu'il est très sécure pour des jeunes enfants, hein, une famille avec des jeunes enfants, il y a aussi une valeur autour de cela. Si on a identifié ces points de faiblesse pendant le confinement, qu'on a vécu longtemps chez soi et qu'on les améliore, on pourra aussi se dire demain que la valeur du bien, et que je sois propriétaire occupant et que demain je veuille le vendre, que je sois propriétaire bailleur et que demain je doive le louer à un nouveau locataire, eh bien sa valeur est amplifiée. Donc c'est aussi cela, le levier économique. C'est effectivement plus facile à dire dans ma posture que forcément Bien à sûr. faire que lorsqu'il faut sortir les euros, mais ayons cette réflexion, à mon sens, globale, et de se dire que c'est peut-être une convergence des transitions, hein, cette transition numérique et digitale, cette transition énergétique et environnementale, cette transition démographique aussi, parce que on va tous vieillir, hein, et on a vu la difficulté qui s'est posée là pour les seniors. Hein, ce sont des personnes qui sont Oui. fragilisées. On l'avait vu en 2003 avec la canicule, on l'a vu au travers de la période de confinement. Donc c'est le confort chez soi, c'est retarder le plus possible le passage en institution, parce que c'est quelque chose que personne ne souhaite, ni pour soi, ni pour les siens. Mais il faut que Il ça se faut avoir fasse les tout cela. moyens aussi, hein. Voilà, et il faut Il que faut ça se avoir fasse les dans de moyens. bonnes conditions. Et là aussi, ne pas perdre de vue que les dispositions techniques ou technologiques du logement ne sont en aucun cas là pour gommer la dimension humaine, mais pour la renforcer, bien au contraire, et Oui. l'optimiser. Hein, Oui. ça, c'est quelque chose d'important. Euh, Lorsque l'on a préparé cette émission il y a quelques heures, hein, je me posais la question de se dire, avec les moyens technologiques dont on disposait il y a 10 ans, seulement, et 10 ans, c'est pas très loin en arrière, comment aurait-on vécu ce confinement sans tous les échanges visio qu'on a eus avec nos familles, nos amis, lorsque l'on était coincé. Donc, Inimaginable. Ouais. c'est Sur, d'optimiser la dimension humaine. sur les Jean-Philippe moyens, Arnoux. si je peux me Oui, sur les permettre, moyens. il y a quand même aussi, pour accompagner, on va dire, les Français modestes et très modestes, l'État, et notamment certains acteurs comme Action Logement, qui investissent énormément. Aujourd'hui, Action Logement a débloqué un plan d'investissement volontaire de 9 milliards sur différents pans. Hein. 1 milliard pour la salle de bain, 2 milliards pour la transition énergétique, X milliards pour la rénovation des cœurs de ville.
Et aujourd'hui, dans le plan de relance dont je vous parlais, commence à, pareil, se faire jour la notion de développer, alors notamment pour les cœurs de ville dégradés, et puis vraiment l'habitat dégradé, des travaux à 360 degrés, donc intégrant tout ce qu'on vient de dire, hein, cette convergence des transitions, à reste à charge zéro. Hein, et c'est faisable, avec la bonne volonté de chacun. Il y a les aides de l'Agence nationale pour l'habitat. Donc là, aujourd'hui, la réflexion, c'est beaucoup plus comment, avec le même volume d'argent, on va faire mieux, mais en mieux coordonnant. C'est un peu ça l'idée, et surtout avec une vision plus globale. Hein. Si effectivement, on va faire l'isolation thermique d'un immeuble où il y a 50% de personnes âgées dedans, ben peut-être qu'il va falloir rentrer dans le logement pour dire on va peut-être enlever 50% des baignoires pour mettre des douches. Je résume, c'est pas si simple que ça, Bien mais il y a sûr. quand même de l'argent. Hein. Donc, profitons finalement de ce qui était un pépin pour en faire une pépite, où aujourd'hui, ben, cet investissement de relance du bâtiment doit aller dans le sens du premier pas de cette convergence des transitions, comme le disait si bien Dominique, sans toujours oublier, j'insiste, la base, la sécurité élémentaire du logement. Bon, on va terminer avec vous, Florence, puisque je rappelle, Florence Delette, que vous êtes directrice générale de Promotelec. Est-ce que ce serait un souhait, alors là, on part dans le grand avenir, est-ce que ce serait un souhait que tout ce dont vous avez parlé ce matin devienne, par l'intermédiaire de l'État, obligatoire pour la sécurité des Français? Je voudrais juste revenir sur ce que viennent de dire mes deux collègues sur le financement de tout ça. Je crois aussi, bon, même s'il faut penser global, je pense aussi que selon les différents types de travaux, il y a des choses qui ne sont pas si exorbitantes en termes de dépenses aussi. Donc il y a des choses aussi qu'on peut se préoccuper aujourd'hui sur et là je parle plus côté sécurité électrique, qui ne sont pas si chers que ça, donc aussi bien pour les locataires que pour, je dirais, les propriétaires. Donc ça, c'est une chose, et puis qu'il n'est pas non plus parfois nécessaire de faire un palais connecté, hyper connecté, pour vivre correctement. Je dirais le petit plus, il y a des cerises sur le gâteau qu'on peut se permettre, mais on peut déjà avoir un gâteau à sa juste valeur, à son juste rendement et sa juste utilité aussi, et fonctionner bien. Je crois que sur votre question, il y a tout un faisceau je dirais de composants, que ce soit à la fois, je dirais, les entreprises, l'État, les particuliers aussi. Je pense en effet qu'il doit y avoir un peu plus pour ce qui est, je dirais, la santé, ce qui est pour l'humain. On a commencé par l'humain, donc par les hommes et les femmes. Je pense qu'il y a une prise de conscience générale qui doit intervenir, que chacun doit à sa juste mesure dans le rôle qu'il a dans la société. Bien sûr, l'État aussi, mais je suis convaincue que c'est à chacun de faire un pas. Tout ne peut pas venir de tel secteur, tout ne peut pas venir de l'État, tout ne peut pas venir. On doit, pour le coup, je dirais, être ensemble, travailler ensemble. Ce n'est pas l'affaire de l'autre, c'est notre affaire aussi, nous ici, présents, là. C'est notre affaire, c'est l'affaire des industriels, c'est l'affaire des entreprises, c'est l'affaire de l'État aussi, qui peut donner des lignes de conduite, qui peut inciter plus, qui peut conseiller plus, qui peut aussi indiquer ce vers quoi on tend, ce vers quoi il faut tendre pour notre bien-être, pour notre confort de vie. D'ailleurs que l'on soit jeune ou moins jeune, mais je n'attends pas, personnellement, ni en tant que Promotelec, ni en tant qu'individu, je n'attends pas tout de l'État. On est tous responsables, on a tous un rôle particulier à jouer, et chacun est responsable, chacun doit se sentir acteur et concerné, et je dirais aussi l'habitant aussi. Donc c'est un faisceau qui doit, un peu une sorte de roadmap qui doit fonctionner ensemble. Alors, on a bien compris, on n'attend pas tout de l'État. Nous, on attendait beaucoup de vous trois ce matin, déjà pour qu'on prenne conscience de penser à ces années à venir. La mission est réussie, je vous remercie infiniment. Je vous dis à très très bientôt. Merci à Jean-Philippe Arnoux qui était avec nous, directeur Silver Economy de Saint-Gobain, Dominique Cottineau, directeur en charge des territoires Promotelec, et vous, Florence Delette, directrice générale de Promotelec. On a compris le message, c'est à nous aussi maintenant d'être un petit peu acteurs
Et avec ce qui s'est passé, on a vu les faiblesses de nos logements, à nous d'agir. Merci, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt avec Promotelec. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Le confort dans l'habitat, retrouvez cette émission en podcast sur l'appli Radio Imo et sur le site promotelec.com.